Suite à la vente illicite de la zone aéroportière, l'ancien maire de la commune 6 du district de Bamako dénonce l'occupation illégale de l'espace aéroportière et demande aux autorités de prendre leurs responsabilités. Une délégation ministérielle à Kidal, la première depuis le coup d'État, selon le membre signataire de l'accord d'Alger. Cette visite est un signe de paix et de réconciliation. La police de proximité, une solution pour mettre fin à l'insécurité grandissante qui sévit dans la ville de Bamako, selon Mamadou Zed Sidibé, inspecteur général de police. C'était là pour vous les sommaires de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé, les autorités de la transition ont commencé une opération de démolition pour libérer la zone aéroportière illicitement occupée par certaines personnes qui prétendent avoir des documents signés par le maire du district. Pour Alou Koulibaly, ancien maire de la commune 6, la notification du maire n'a aucun effet du moment où la zone n'a pas été affectée à la mairie du district. Dans un entretien accordé, le maire Koulibaly demande à ce que les vrais fautifs soient punis par la loi avec la dernière rigueur. Reportage. Depuis plusieurs années, la zone aéroportière du Mali fait l'objet de nombreux débats à cause des constructions illicites dans la dite zone. Suite à l'arrivée des autorités de la transition, une opération de déguerpissement a débuté il y a 3 semaines. Cette opération concerne pour l'instant 1600 hectares occupés par des citoyens qui détiennent des documents signés par le maire du district. Depuis 2 semaines, les opérations de démolition de la zone aéroportière ont commencé. C'est vraiment à déplorer parce que c'est des centaines de millions, sinon voire même le milliard, alors donc qui ont été investis dans cet endroit et qui banalement vont s'envoler à l'éclat. La zone aéroportière est une zone qui a été classée par décret présidentiel. Et ce n'est pas la première fois que ça a été démoli. Elle a été démolie en 1995. Quand on démolissait, il y avait à peu près 4712 familles qui y étaient installées. Alors, du moment où la zone est classée par décret, du moment où il n'y a pas eu d'affectation à une collectivité, encore moins un déclassement, donc toute opération de construction ou de morcellement dans la zone aéroportière relève purement et simplement de l'inobservation des règles et des lois de la République. Donc, à cet effet, comme tu le disais tantôt, ceux-là qui détiennent des notifications ou des permis signés par le maire du district, moi, à mon avis, juridiquement, c'est sans effet, ces papiers-là, puisque le maire du district lui-même sait que la zone ne lui a pas été affectée. Il sait que la zone relève du domaine public de l'État, donc qui est insaisissable et inattaquable. Donc toutes ces actions dans la zone aéroportière relèvent vraiment de l'indiscipline. L'ancien maire de la commune 6 accuse Adama Sangaré d'avoir attribué des documents autorisant des constructions sur un domaine public de l'État. Ces gens n'ont pas de droit à réclamer vis-à-vis de l'État. Peut-être celui qui leur a vendu le terrain, ils peuvent se retourner contre ce dernier. Sinon, ils se sont installés sur le domaine de l'État sans l'avis de l'État. Maintenant, puisque l'État n'est pas d'accord, il est obligé alors donc de les déguerpir. Et ce que les gens ne savent pas, le déguerpissement de la zone, c'est pour la sécurité même des personnes alors donc qui l'occupent. Parce que généralement, dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle la zone aéroportière. Il y a ce qu'on appelle les zones trouées, où aucunement on ne doit s'y installer, parce qu'un avion en détresse, au décollage ou bien à l'atterrissage, peut avoir des problèmes. Maintenant, il va déverser la kérosène sur les populations et ils vont mourir. Donc, c'est tout simplement pour leur propre sécurité qu'on ne doit pas s'installer là-bas. À mon avis, ils n'ont pas de droit à réclamer vis-à-vis de l'État.
mais plutôt de celui qui les a installés. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que l'État peut faire, c'est quand même de songer à leur situation, parce que c'est des centaines de familles aujourd'hui qui dorment dehors. Donc, et chaque personne, de façon constitutionnelle, vraiment quand même a droit au logement, a droit à la protection par l'État. Donc, en ce moment, l'État peut vraiment songer à eux, mais eux-mêmes, juridiquement, n'ont rien à réclamer par rapport à l'État. Cela ne doit pas rester impuni. Parce que des gens qui se sont entêtés en violation de toutes les lois de la République pour envoyer les populations à la boucherie. Parce que moi j'appelle ça envoyer les populations à la boucherie. Parce que celui qui a installé les gens savait bel et bien que c'est une zone où on ne devait pas s'installer. Donc il a fait exprès, il a installé les gens et aujourd'hui on est face alors donc à un dégât énorme. Donc il faut que l'État continue à prendre ses responsabilités et pour que des crimes de ce genre ne restent pas impunis. Quand j'étais maire de la commune 6, quand j'ai vu l'endroit être en train d'être occupé, j'ai tenu à écrire au gouverneur. J'ai tenu à écrire au maire du district de Bamako pour attirer leur attention par rapport à la spéculation foncière dont la zone aéroportière fait l'objet. Mais il y avait une complicité flagrante entre ces deux personnalités qui ont accepté de se donner la main pour trahir l'État. Malgré qu'ils soient des représentants de l'État, ils ont trahi l'État en bradant les biens de l'État. Parce que la zone aéroportière est un bien de l'État. Ils l'ont bradé, ils l'ont vendu. Et voilà, aujourd'hui, c'est la population qui tire toutes les conséquences de leur acte criminel. Donc, comme je le disais tantôt, il faut que l'État prenne toutes les dispositions, il faut que l'État prenne toutes ses responsabilités pour que des crimes de ce genre ne se répètent plus dans notre pays. À noter que les autorités de la transition affirment que cette opération de démolition se poursuivra jusqu'à la fin. En attendant, les déguerpis ne savent plus à quel sein se vouer. Tout est notre plan à présent. 6 ministres se sont rendus ce lundi 25 janvier 2021 à Kidal, toujours au mai de l'ex-rébellion, pour parler du développement et du retour de l'autorité de l'État. Du point de vue de Mohamed Ousmane Mohamed Ould, membre signataire de l'accord d'Alger, cette visite est un grand pas pour le retour de la paix et la cohésion sociale au nord du Mali. Kidal est une région du Mali. Et le gouvernement a décidé d'aller prendre contact avec les acteurs au niveau de la région, avec les populations pour s'enquérir de la situation de la région en matière de développement économique, en matière de sécurité, en matière de problèmes sociaux, en matière de beaucoup de choses. Donc le gouvernement est dans son rôle, en tant que gouvernement du Mali, dans son rôle par rapport à Kidal. Et ça, effectivement, c'est un très bon signe de cohésion, un très bon signe de cohérence et de réconciliation, un très bon signe également de départ vers le redéploiement de l'ensemble des services de l'État sur tous les territoires nationaux. Je crois que de façon globale, la situation du pays, que tout le monde y mette du sien et que chacun garde sa sérénité et que chacun comprenne que chacun doit apporter sa modeste contribution pour sauver le pays. On n'est pas dans des considérations personnelles, interpersonnelles, interfactions, Aujourd'hui, il faut sauver le pays et que chacun doit contribuer à jouer le bon rôle, le rôle positif d'apaisement, le rôle positif de renforcement du vivre ensemble, le rôle positif de la cohésion, de coordonner ses actions avec ses voisins dans le bon sens. Et il faut se supporter. Il faut que les voisins se supportent les uns les autres. Chacun doit travailler à ça. Et ça, ce n'est même pas le rôle de l'État. C'est le rôle des populations, parce qu'il n'y a pas d'État sans les populations. Les populations partout au Mali aujourd'hui doivent comprendre que c'est elles d'abord qui doivent faire le Mali. Il faut qu'elles se donnent les mains. Elles n'ont pas besoin d'autorisation du ministre, ni d'un membre du CNT, ni d'un quelconque fonctionnaire de l'État. Ça, c'est un devoir pour les populations de réfléchir par elles-mêmes comment la cohabitation va faire, comment la coexistence pacifique va se faire, comment nous allons vivre en paix tranquillement dans notre terroir pour créer les conditions à ceux qui viennent chez nous d'arriver chez nous en paix et de repartir en paix. Ça, c'est un devoir des populations. C'est l'appel que je lance. Les gens pensent que la paix doit être importée de quelque part. Non, 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 non.
C'est un faux débat. La paix ne viendra même pas de Bamako pour Mopti. Elle ne viendra même pas de Bamako pour Tombouctou. La paix de Mopti doit venir de Mopti. La paix de Bandiagara doit venir de Bandiagara. La paix de Menaka doit venir de Menaka. C'est ce que l'État doit renforcer. Et c'est ce qui va permettre également à l'État, de façon très sereine, de s'organiser, d'organiser les peu de ressources qu'il a, par lui ou par ses partenaires, pour répondre aux attentes des populations. Mais nous devons créer les cadres pour ça. Et ça, j'ai dit aujourd'hui, on ne doit pas dire que c'est le rôle de la CEMA, ni de la plateforme, ni d'une milice, ni des gouvernements. C'est les populations qui doivent réfléchir par elles-mêmes pour que le sang des Maliens arrête de couler bêtement. Si je peux me permettre du terme. Parce que c'est un sang qui coule bêtement. Il n'y a aucune raison de s'entretenir aujourd'hui. Il faut que les populations le comprennent. Si quelqu'un leur dit qu'après c'est mort, il y aura ceci, non. Après c'est mort, c'est toujours la désolation, c'est toujours le regret, c'est toujours des problèmes. Donc il faut qu'ensemble, on arrête ça. Et qu'on comprenne que c'est archaïque. Voilà le message que je voulais passer pour que tout le monde comprenne que nous sommes dans le même bateau. Il faut que chacun y mette du sien pour sauver le Mali. Depuis un bon moment, la capitale malienne est dans un climat marqué par la recrudescence de la criminalité et de l'insécurité. Face à cette situation, notre équipe de reportage a approché l'inspecteur général de la police, Mamadou Zed Sidibé, afin qu'il explique mieux à la population l'importance de la police de proximité en cette période de crise. Il est au micro de Kadiatou Guindo. Vous savez, la police de proximité, en réalité, ce n'est pas une nouvelle police. C'est juste une façon de faire la police. La police, comme son nom l'indique, plus proche des populations. La police qui intègre dans ses actions, dans ses activités, la police qui intègre dans son comportement de tous les jours le besoin réel de la population. Il s'agit de la police qui met au centre de ses activités l'homme. C'est ça la police de proximité. Imaginez, on a beau faire la patrouille dans un quartier. Si la population elle-même n'a pas compris pourquoi ces patrouilles-là, on n'aboutira à rien. Donc, la police de proximité a pour but d'abord d'échanger effectivement avec les populations, tenir compte de leurs observations, tenir compte de leurs besoins, tenir compte de leurs propositions pour ensuite avoir un plan de sécurité de la zone indiquée. Et ensuite, la population revient dans la mise en œuvre de ce plan de sécurité que la police aura élaboré. Dans sa mise en œuvre par des actions concrètes qu'elle pourra amener soit aux côtés de la police, soit avec la police, soit en amont de ce que les activités de la police, Donc voilà un peu la police de proximité. Mais de plus en plus, les gens pensent qu'il s'agit de créer une police. Non, non, non. Il s'agit tout simplement d'amener la police. Et quand je dis la police avec grand P, l'ensemble des forces de police, je veux parler de la police, et je veux parler de la gendarmerie nationale, et je veux parler même de la garde et de l'armée régulière lorsque ces forces sont en mission de police. Chaque fois qu'il s'agit de cela, il s'agit pour ces forces-là d'avoir un certain comportement. Et c'est ça la police de proximité. Donc, je pense qu'il va être très intéressant que de plus en plus il y ait des débats ouverts sur cette notion de police de proximité pour que les Maliens s'en approprient avant sa mise en œuvre effective. Sinon, il peut y avoir beaucoup de quiproquos, beaucoup d'incompréhension. Et bien voilà, seule l'explication préalable peut nous aider justement à éviter ces difficultés qui, j'en suis sûr, vont venir. Alors, mot de la fin, encore une fois, il s'agit, comme je l'ai déjà fait, de féliciter sincèrement les forces armées de sécurité, notamment l'armée régulière, pour tout l'effort qu'elle a consenti, qu'elle continue de consentir, et partager avec l'armée la douleur de la perte des compagnons d'armes, partager avec les familles des militaires tombés cette douleur-là, cette mélancolie-là. Inviter le peuple malien à être pas seulement aux côtés de l'armée, mais avec l'armée, à venir en appui à l'armée, venir en aide à l'armée. C'est ça le plus important aujourd'hui. Notre pays, Dieu sait, en a besoin. Et aujourd'hui, combattre le terrorisme va vouloir dire
ensemble, le peuple, l'armée, tous ensemble. Sinon, ça va être très, très, très difficile. Comme tout le monde le dit, c'est une guerre, comme on le dit, asymétrique, qui ne respecte pas les règles normales, les règles de guerre. Donc c'est très difficile. Et ensuite, encourager les autorités des forces de police à partager de plus en plus les notions de police de proximité avec la population pour que très rapidement les populations puissent s'en approprier. C'est important. Encore une fois. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.